on attaque ce début d'après-midi, comme convenu, avec l'animation d'une table ronde, avec comme sujet central l'articulation des différentes politiques zones humides mises en place sur le territoire du Sage à différentes échelles. Donc voilà, je vais présenter rapidement les intervenants pour gagner un peu plus de temps, et après, l'idée c'est qu'on échange sur les différents sujets présentés par nos intervenants. Donc nous avons Dominique Tesser, chargé de mission milieu aquatique au siège de l'agence de l'eau à Dourgaronne. Nous avons aussi donc Jérôme Collier, donc chef de projet biodiversité au conseil départemental 82. Nous avons Nathalie Thomas et Thierry Couranjou du conseil départemental 31. Donc Nathalie Thomas, chargée de mission, si je ne dis pas de bêtises, eau, et monsieur Couranjou, chargé de mission espaces naturels sensibles, donc sur la politique du département 31, donc Haute-Garonne. Et pour finir, nous avons Christophe Sabatier, donc du SIGRAL, qui nous présentera premier signataire de la charte Garonne et Confluence. Voilà. Donc je vais laisser la parole à l'agence de l'eau pour nous présenter un peu la politique générale zone humide mise à l'échelle de la Dourgaronne, du bassin Dourgaronne. Merci. Bien, donc bonjour ou rebonjour à tous. Alors le défi, c'est premièrement de vous maintenir éveillés dans cette période post-repas où c'est toujours un peu compliqué, il fait chaud, et aussi d'éviter trop de redondances parce que beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin sur la table ronde et autour des différentes échelles d'intervention. Bon, on a eu bien sûr l'échelle de la réglementation nationale avec Hélène Gineste, le SDAGE qui est à l'échelle du bassin à Dourgaronne par Stéphanie Flippo. Donc il faut éviter trop de redondance. Alors on a vu aussi qu'on avait pas mal de solutions, d'actions qui ont été présentées, quoi faire, comment. Bon, bien sûr, des grands principes à toujours décliner au cas par cas, mais on peut aussi s'interroger sur quelle volonté pour faire quoi, quel défi, quelle ambition on a autour de cette thématique des zones humides. Donc c'est un peu ce cadre politique que je souhaiterais évoquer avec vous, en tout cas au niveau du bassin à Dourgaronne. Ce cadre politique, pour nous, il est renforcé depuis 2 ans par une organisation dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'Entente pour l'eau du bassin à Dourgaronne, l'Entente pour l'eau du Sud-Ouest, avec des acteurs principaux qui sont l'État, le préfet de bassin à Dourgaronne, le président du comité de bassin à Dourgaronne, les présidents des 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, pour une plateforme politique qui s'appelle De l'eau pour les territoires du Grand Sud-Ouest. Cette plateforme politique, elle est inspirée, suscitée par le contexte du changement climatique qui, vous le savez sûrement, pour le bassin Dourgaronne, se traduit par des projections assez drastiques en termes d'évolution de la ressource en eau. Et donc, cette plateforme politique, elle prévoit un certain nombre de priorités pour tenter de s'adapter au mieux possible à tous ces enjeux, vous voyez, répondre aux enjeux de nos sociétés, de nos habitants, de nos activités, et puis de l'environnement aussi. S'adapter pour imaginer une gestion de l'eau qui nous rende plus résilients finalement par rapport à toutes ces évolutions. Donc dans cette plateforme politique, il y a 4 priorités, dont une qui est autour des solutions fondées sur la nature et de la reconquête des zones humides dégradées. Donc c'est vraiment, les zones humides sont tout à fait présentes dans cette plateforme politique pour l'eau dans le Sud-Ouest, et donc c'est vraiment une volonté forte, un défi, je dirais aussi nouveau pour nous, de vraiment accentuer notre politique en matière de gestion des zones humides. Alors tout ça, c'est pas, il n'y a pas de choses miraculeuses par ailleurs. Ce sera possible que s'il y a une déclinaison à l'échelle, aux différentes échelles territoriales. Donc là, on est dans le sujet de la table ronde, je crois,
c'est vrai que toute cette volonté politique, il faut qu'elle s'exprime aussi au niveau des grands bassins, au niveau des EPTB. Les territoires des sages, je pense que ça a été vraiment bien illustré ce matin à travers le sage Garonne. Au niveau des bassins versants, à partir des structures compétentes en matière de GEMAPI et des partenariats existants au niveau de chaque territoire, et puis les collectivités en lien avec leur politique propre. Bon, j'ai cité là politique urbanisme, impact des projets, j'aurais pu citer espace naturel sensible pour les départements. Enfin, il faut vraiment que chaque structure intègre vraiment cette volonté de préserver les zones humides et de reconquérir les zones humides dans ses propres programmes. Et donc, l'enjeu important aussi, et qui est un levier, je l'ai signalé comme un levier, c'est qu'il y ait une cohérence et une complémentarité entre toutes ces politiques, puisque le défi est quand même immense, puisque c'est vrai qu'on a parlé de priorisation, on a parlé de Natura 2000. Les zones humides intégrées au cycle de l'eau, c'est toutes les zones humides qui ont leur rôle à jouer. Donc le travail est immense avec l'ensemble des acteurs. Donc, mobilisation de tous les partenaires et de tous les outils. Je crois que c'est ça qui est important. Les outils réglementaires, on en a parlé. Les politiques foncières, elles peuvent s'exprimer à différentes échelles territoriales. L'intervention des collectivités, on aura, je pense, quelques illustrations ensuite, soit en maîtrise d'ouvrage propre de travaux, soit en appui aux porteurs de projets collectifs. Tout ce qui est aussi animation de réseaux de gestionnaires, on l'a évoqué ce matin. N'oublions pas que les premiers gestionnaires des zones humides, ce sont quand même les agriculteurs. Donc, travailler avec eux pour intégrer vraiment ces zones humides fonctionnelles dans leur pratique. J'ai cité aussi les forestiers. C'est vrai que je pense qu'il y a un travail à faire assez conséquent avec les forestiers pour intégrer les zones humides. Bon, les politiques contractuelles, l'information, la sensibilisation, connaissance, etc. Tout ça pour vraiment coordonner et valoriser les actions. Et je dirais que sur ce point-là, et c'est la fin de ce que je voulais dire, le rôle des élus est bien sûr tout à fait central. Et donc ce sont les élus des différents niveaux, des différentes échelles territoriales qui doivent être sensibilisés, qui doivent être informés sur ces enjeux vraiment d'intérêt général, de services rendus par ces milieux pour progresser, disons, collectivement. Je m'arrête là, parce que je pense qu'il faut quand même plutôt une table ronde, c'est pour poser des questions, donc j'ai déjà été un peu bavarde peut-être. Merci Dominique. On le voit, c'est l'affaire de plusieurs acteurs, qu'il n'y a pas un seul acteur qui est amené à travailler sur les zones humides. Tu as parlé des agriculteurs, des collectivités GEMAPI, des forestiers et autres acteurs. La question c'est par rapport notamment au niveau d'âge qui est mis en place, quelle est l'attente des politiques zones humides pour l'agence de l'eau, pour les collectivités GEMAPI en fait, par rapport à une nouvelle programmation, parce qu'à l'heure actuelle en fait on constate que sur certains PPG zones humides, il y a quelques actions zones humides de mise en place, ça reste encore assez mineur, sauf sur certains secteurs où effectivement la partie zone humide est déjà pris à bras le corps, on verra peut-être avec le SIGRAL depuis un certain temps, mais à l'échelle du SAGE, on se rend compte que les projets zones humides restent quand même assez limités pour les différentes structures GEMAPI du territoire. Alors sur les structures GEMAPI, il faut bien voir que leur cadre d'intervention est en général fixé par des programmes pluriannuels de gestion qui, en général, sont sur 5 ans. On en a parfois sur le bassin sur 10 ans. Et donc, chaque révision de ces programmes de gestion est l'occasion de remettre à plat le diagnostic, de reposer les enjeux, de compléter les choses, etc. Et donc, c'est vrai que des attentes fortes de l'agence au cours de ces révisions de PPG, c'est d'enrichir le diagnostic à l'échelle des bassins versants. J'ai parlé des zones humides, leur rôle dans le cycle de l'eau, c'est bien au niveau du bassin versant que tout ça doit être mis en perspective pour notamment sensibiliser les élus. Ça, je crois que les enjeux zones humides, ils doivent être posés à l'échelle du bassin versant lors de la révision du PPG. Ensuite, sur le programme opérationnel, c'est vrai
que toutes les structures GEMAPI ne sont pas au même niveau d'intervention. Déjà, il n'y a pas les mêmes enjeux zones humides sur tous les territoires. Il n'y a pas la même mobilisation peut-être tout de suite des élus. Donc nous ce qu'on souhaite, c'est qu'au moins les enjeux soient clairement identifiés. Ensuite, il peut y avoir une déclinaison d'actions opérationnelles sur des projets collectifs. Par exemple, si la structure GEMAPI veut mener des programmes de maîtrise foncière sur les zones d'expansion de crues, par exemple, ben oui, ça nous semble tout à fait pertinent. Et ensuite, c'est aussi à cette échelle-là qu'on peut vraiment identifier les partenariats et la complémentarité des acteurs. Je veux dire, par exemple, la complémentarité avec les 4ZH, que l'agence finance aussi, puisque voilà, c'est à ce niveau-là que ça doit être évalué. Aller vers les gestionnaires des zones humides, aller vers les agriculteurs, bah, ça a du sens quand même en termes de démarche. Donc, en lien avec les enjeux et la sensibilisation des élus porteurs de la structure GEMAPI, il peut y avoir des priorités comme ça qui soient définies pour aller vers les agriculteurs de tel sous-bassin. Voilà. Et c'est dans cette articulation, je pense, qu'on sera plus fort. En d'autres termes, la structure GEMAPI n'a pas à tout faire du sol au plafond. Je veux dire, quand il s'agit de parler à des agriculteurs, il y a des organismes qui sont déjà identifiés pour faire ça. Les forestiers, ce seront peut-être d'autres acteurs techniques forestiers. Voilà, c'est bien cette articulation des actions, la mise en visibilité des enjeux, la mobilisation des élus et l'articulation avec les autres partenaires. Je crois que c'est ça, en tout cas, que l'agence attendrait des structures GEMAPI. Très bien. Juste une petite question piège, je vais te laisser la parole. J'ai une question, moi, parce que c'est par rapport aux contrats territoriaux qui sont mis en place notamment beaucoup sur le bassin Loire-Bretagne, par exemple, qui, justement, c'est les contrats qui s'engagent avec les agences de l'eau, avec plusieurs maîtres d'ouvrage. Voilà, il y a des contrats territoriaux aussi qui vont associer la structure GEMAPI, la fédération de pêche, la chambre d'agriculture, où toutes les actions programmées à l'échelle du bassin versant sont intégrées. Et je trouve que sur le bassin, à Dourgard, en tout cas sur le territoire du Sage, ces contrats territoriaux, on n'en voit pas. Enfin, je ne sais pas si tu en as connaissance, mais... Il ne faut pas les éteindre, s'ils mettent un certain temps à se rallumer. Ouais. C'est bon, ça marche ? Oui, c'est bien. Bon, c'est vrai que les contrats territoriaux sont une spécificité du bassin Loire-Bretagne. Nous, on n'a pas l'équivalent, mais pour autant, on a des politiques contractuelles aussi, et notamment tout ce qui tourne autour des contrats de rivière. Voilà, il y a d'autres dispositifs contractuels qui peuvent tout à fait être mobilisés pour répondre à cette attente, à cette coordination qu'on appelle bien sûr de nos voeux, mais ça peut se traduire de façon un petit peu différente. C'est vrai que sur les GEMAPiens, j'ai indiqué ce cadrage dans le diagnostic du PPG. Par exemple, pour les 4ZH, on attend aussi de ces cellules qu'elles aient une réflexion avec l'ensemble des partenaires pour se positionner de manière pertinente et complémentaire. Donc je crois qu'on peut arriver à quand même travailler, à mobiliser une sorte d'intelligence collective pour vraiment faire plus. Notre enjeu, c'est de faire plus pour les zones humides. Et c'est au niveau du territoire que tout ça doit se faire le mieux possible. Et je pense que l'agence est là, en tout cas, pour accompagner tous ces types d'acteurs, structure GEMAPI, 4ZH, d'autres actions vis-à-vis du monde agricole. Enfin, on essaie vraiment d'être présent pour que tout ça s'articule et se mette surtout en œuvre. Merci. Il ne faut pas éteindre le micro, c'est très bien. On va maintenant passer la parole à, si quelqu'un veut réagir dans la salle, à Jérôme Collier du département 82, donc du Tarn-et-Garonne. Je change la présentation. Hop. Je t'en prie. Oui, donc moi, je vais illustrer effectivement, pour faire la transition à ce que disait Dominique, la manière dont un département, en l'occurrence celui de Tarn-et-Garonne, a pris en compte les zones humides sur le corridor garonnais. Donc, au travers de ses compétences, le département labellise des sites en espace naturel sensible sur la Garonne, mais aussi il accompagne techniquement et financièrement les structures GEMAPiennes au titre d'une politique qu'on appelle politique de gestion de l'espace rivière. J'ai fait simple, la politique rivière, j'ai mis. Donc, deux entrées, la politique des ENS. Donc, il y avait un contexte particulier, je vais y venir plus, je vais détailler. Hein. Une volonté politique d'une part, et des partenaires techniques et financiers qui étaient mobilisés, ce qui nous a permis d'impulser les actions il y a une quinzaine d'années.
Et ensuite, on avait aussi des éléments de méthode. Ça, c'est très important. Pour être dans l'opérationnel, il faut avoir des éléments de méthode. Ça aussi, je vais vous le décliner. Et la politique rivière se fait en Tarn-et-Garonne en direction des cours d'eau non domaniaux, ceux qui sont notamment affluents du fleuve Garonne. Ce matin, on parlait des confluences. Et effectivement, on a un partenariat qui est ancien avec l'ex-syndicat de la Gimonde, qui est aujourd'hui Sigral. Voilà, donc... pour celles et ceux qui travaillent dans la territoriale comme moi, vous savez qu'on ne peut rien faire sans volonté politique. Donc, en 2005, il y a maintenant 15 ans, une quinzaine d'années, nos élus ont instauré la taxe d'aménagement, ce qu'on appelait la TDENS à l'époque. Et il fallait impulser des actions au titre des ENS. Donc. Et pour justement impulser des actions, il fallait trouver des territoires qui s'y prêtaient. En Tarn-et-Garonne, il s'agit sur SIG simplement de superposer les zonages environnementaux pour voir qu'on a deux entités qui sont remarquables. D'une part, les gorges de l'Aveyron, qui sont à l'est et au nord-est du département, et d'autre part, la Garonne. Alors, que disaient les élus à l'époque, ils le disent toujours d'ailleurs, pour eux, c'est pas l'entrée zone humide, fonctionnalité des zones humides, voilà, c'est pas tellement ça. Ils savaient très bien que la Garonne présentait une richesse sur le plan environnemental, mais ils disaient qu'on a une Garonne qui souffre, et surtout une Garonne à qui les populations riveraines ont tourné le dos. Voilà, donc ça nous a permis effectivement de rentrer après sur les zones humides en tant que telles. Le contexte partenarial il était favorable parce qu'on a réussi à tisser des liens très étroits avec la DDT d'une part, puisque la Garonne, on en a parlé ce matin, c'est quand même le domaine public fluvial en grande partie, avec l'agence de l'eau, avec le SMEAG, avec la CATES Garonne, j'en ai oublié certainement, mais j'ai mis les principaux. Et aussi, on avait des cofinanceurs impliqués, puisque quand on arrive à mobiliser jusqu'à 80% d'aide publique sur les projets, ça aide. Et l'agence de l'eau, la région nous ont beaucoup aidés. J'aurais pu mettre aussi l'État et l'Europe, puisque maintenant, on a aussi des contrats Natura 2000. Donc, les éléments de méthode, tu me dis, Mathieu, si je suis un peu long. À l'époque, donc, on avait un document qui préfigurait la charte Garonne et Confluence, qui s'appelait le schéma directeur d'entretien du lit et des berges, qui avait été fait en 2002. Je sais qu'il y a Sylvain Massé dans la salle ici. À l'époque, c'est lui qui venait avec Paul Simon dans les collectivités pour nous faire part de ce schéma. Et donc, on a pu mettre en place une analyse multicritère d'identification et de hiérarchisation des ENS sur le corridor garonnais. De là, on a fait une caractérisation avec plusieurs portes d'entrée, la maîtrise du foncier, les intérêts écologiques et fonctionnels, les possibilités de valorisation pour l'ouverture maîtrisée au public, parce que vous savez que la politique des ENS, la particularité, c'est l'ouverture maîtrisée au public. Et on avait signé, donc à l'époque, un protocole particulier avec l'agence de l'eau, qui nous avait permis d'inscrire un peu dans le marbre les sites sur lesquels on intervenait. Voilà, donc ça va être une démarche assez particulière, assez singulière au niveau d'Adour-Garonne. J'ai noté tout à l'heure, j'avais parlé du partenariat avec la DDT 82. Il faut savoir que la DDT 82 nous avait donné la possibilité de se porter prioritaire sur les amodiations du DPF. Donc moi je dis souvent que c'est une préemption locative, en fait j'emploie ce mot, même si c'est un néologisme. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des amodiations qui arrivent à échéance sur le corridor garonnais, la DDT nous a permis effectivement de se porter amodiataire prioritaire. Voilà, donc ça c'est un élément important pour la maîtrise du foncier. Voilà, et puis après, bien sûr, on est rentré, vous le savez tous, je ne vous l'apprends pas, dans une logique de plan de gestion, puisque une fois qu'on a identifié nos sites ENS, on a mis en œuvre des plans de gestion multi-partenariaux, avec des diagnostics partagés et des actions qui en découlaient. Voilà, donc là, j'ai illustré très rapidement, mais le protocole particulier qu'on a mené avec l'agence de l'eau. Donc on a établi in fine des cartographies avec des points en rouge qui étaient les sites en fait qui, à l'aune de notre analyse multicritère, étaient nos ENS potentiels. Donc on est parti dans une programmation à l'échelle de 5, 10 ans, 15 ans. On est toujours là-dedans d'ailleurs. On a parlé de temps long ce matin, effectivement, mais l'ingénierie de projet, intervenir sur le corridor garonnais, vu le nombre de partenaires, d'acteurs qu'il y a, effectivement, c'est du temps long. Et on n'a pas honte de dire qu'à l'origine, on a balbutié, on a sûrement été imparfait, mais au cours du temps, on a gagné en expérience et en technicité. Voilà, donc vous dire donc, que la politique des ENS, d'une part, c'est une politique qui permet de labelliser certains sites. Donc, outre la dimension écologique et fonctionnalité des zones humides, il y a la dimension ouverture au public. Donc, on labellise certains sites en ENS, mais on a une grosse complémentarité avec notre politique gestion de l'espace rivière, ou notre KTR, qui ici est matérialisé par Pascal, qui est là, et Emmanuel Roux, pour celles et ceux qui le connaissent. Donc, il faut un accompagnement technique en direction des structures GEMAPiennes, mais on a aussi un accompagnement financier, et donc on intègre de plus en plus les zones humides dans les PPG.
Voilà. Et donc ces deux politiques, ENS plus rivière, donc créent une sorte de synergie pour justement prendre en compte non seulement les zones humides du corridor garonnais, mais aussi les zones humides qui sont dans les zones de confluence et un peu plus en amont. Voilà, donc on a créé, je trouve aujourd'hui, des actions qui sont complémentaires et qui sont surtout très efficaces à l'échelle du territoire. Merci pour cette présentation de la politique menée au niveau du département 82, notamment sur le corridor Garonne. Ce qui est assez remarquable, c'est quand même depuis 15 ans, le département œuvre sur les actions zones humides sur du domaine public fluvial. Alors que voilà, on a l'habitude de dire que le domaine public fluvial c'est l'État, que historiquement, politiquement, que c'est à l'État de s'en occuper. Là, on voit que le département a pris à bras le corps cette problématique sur le corridor garonnais en lien avec les autres politiques. La question, c'est comment à l'époque vous aviez pu motiver les élus à le faire. Il y avait, j'allais dire, un alignement de planète déjà, parce qu'on avait des élus qui étaient très impliqués. Donc on avait notre ancien élu qui était président du SMEAG aussi, donc ça aide. Voilà. Et puis c'est vrai que historiquement, nos élus, ils ont toujours considéré la Garonne comme étant une entité naturelle remarquable. Je sais qu'à l'époque même, on parlait même d'un PNR sur la Garonne, qui n'était pas forcément la procédure la plus adaptée. Mais il y avait une très forte volonté de partir sur le fleuve. Bon, c'est vrai qu'on est sur la Garonne débordante ici, qui s'y prête. On a deux Garonnes, et une Garonne qui est naturelle de l'aval de l'agglomération toulousaine jusqu'au plan d'eau de Saint-Nicolas, avec une Garonne très anthropisée à l'aval. Mais sur cette Garonne, donc à l'amont, effectivement, on a beaucoup d'annexes fluviales qui nous permettent de mener des projets qui sont structurants, quoi. Voilà, on a réouvert très récemment un bras mort sur un site, qui est le site de l'Espinacie à Bourrette-Montèche, avec une opération d'envergure, de reconnexion d'un bras mort. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions sur cette politique UNS menée sur le département du Tarn-et-Garonne ? On verra cet après-midi, notamment aussi du Pont de Bioul, pour les motiver, l'articulation aussi avec d'autres politiques comme Natura 2000. Pas de réaction, c'est le temps de la digestion. Vous êtes moins bavard que ce matin. Ouais, il fait un peu chaud, on est désolé pour la température. On va passer la parole du coup au duo pour l'intervention sur le conseil départemental de la Haute-Garonne. Et voilà. Oui, alors donc je vais vous présenter le conservatoire départemental des zones humides et son articulation avec les politiques de gestion et de protection des espaces naturels, donc à savoir l'outil également ENS. Il faut savoir donc que le conservatoire départemental des zones humides a aujourd'hui à peu près 1 an et demi d'existence, puisqu'il a été créé le 15 décembre 2020. Ça s'inscrit dans le cadre du programme d'action du PTGA, le projet de territoire Garonne Amont, qui a été validé en assemblée départementale le 20 octobre 2020. Il s'inscrit également dans le cadre d'un inventaire départemental des zones humides que nous avons réalisé en 2016. Cet inventaire avait mis en évidence l'identification de 4500 hectares de zones humides, avec le constat qu'elles étaient fortement dégradées. Dans ce contexte, les élus du département ont souhaité donc créer ce conservatoire avec l'objectif de préserver et de restaurer les zones humides de Haute-Garonne. Donc, au travers de leviers d'action, à la fois la maîtrise foncière que peut faire le département avec l'acquisition de terrain, et puis également dans l'accompagnement administratif, technique et surtout financier des futurs porteurs de projets dans l'élaboration de la mise en œuvre de plans de gestion d'une durée de 5 ans. Pour ce faire, donc, nous avons un règlement spécifique d'intervention d'aide avec des taux intéressants pouvant aller jusqu'à 80%. Donc c'est le cas du premier plan, l'élaboration du premier plan de gestion. Sa mise en œuvre également est financée à 80%. Les études et les connaissances complémentaires les études complémentaires qui sont indispensables, elles seront financées aussi à 80%. Et également l'ouverture au public, si le site le permet, on peut donc apporter des aides à 80%. Il y a aussi une possibilité d'articulation des aides financières avec les partenaires financiers comme l'Agence de l'eau, également la région. Alors, donc ça c'est la carte avec les sites, la localisation des sites que nous avons inscrits depuis la création de ce conservatoire. Donc à l'heure actuelle, nous avons 50 sites inscrits pour une surface qui représente 450 hectares. Ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des sites majoritairement de propriété communale et également aussi en domaine public fluvial. Pour autant, donc, l'outil conservatoire est ouvert aussi à tout type de propriétaires. Ça peut être aussi des propriétaires privés.
publics et aussi en DPF. Voilà. 2 cas intéressants, c'est sur la commune de Castillon de l'Arbouste et également sur la commune de Melle, où ces 2 communes, donc, conscientes de leur patrimoine naturel sur leur territoire, ont souhaité élargir leur périmètre de gestion au-delà des zones humides qui sont inscrites au sein du conservatoire. Et à ce titre, nous les avons classées au titre de la politique ENS. Et donc là, je vais laisser la main à mon collègue Thierry Corangeau qui va vous expliquer davantage cette articulation entre les 2 outils. Merci. Donc effectivement, sur ces sites-là, on a une particularité, c'est-à-dire que le conservatoire départemental des zones humides va vraiment porter une aide financière, administrative et technique, mais sur vraiment le zonage en bleu. On n'a pas quelque chose qui va se faire autour. Or, c'était dans notre logique dommage d'aller protéger ces petits espaces-là sans essayer de créer une gestion autour pour garantir que ces espaces-là, effectivement, on n'ait pas fait une gestion pour rien et qu'on n'ait pas investi pour pas qu'il y ait de retour et qu'à la fin, tout se dégrade. Donc effectivement, on a travaillé avec la commune de Melle, qui au départ avait classé la zone package d'Ul, c'est-à-dire la plus grosse partie que l'on voit tout à fait en bas. Là. On avait créé un premier périmètre en espace naturel sensible. On est à peu près sur les mêmes taux d'intervention, sauf sur certaines actions où on va venir subventionner, mais un peu moins que pour le conservatoire départemental des zones humides. Donc ça permet comme ça aux porteurs de projets sur l'ensemble de son territoire de pouvoir avoir une action un peu plus efficace et d'être sûr de préserver à terme non seulement la zone humide, mais aussi tout ce qui l'alimente et tout ce qui la fait vivre autour. C'était un peu l'objectif et le but d'associer les 2 programmes sur ce site-là et sur le site suivant qui est aussi le site de Castillon de l'Arbouste, sur lequel on a tout un complexe de zones humides qui, au départ, on avait eu la même demande, c'est-à-dire qu'on avait classé que 2 ou 3 zones humides qui étaient au sud du site que l'on voit. Et à terme, avec le porteur de projet, on est allé plus loin et on a décidé vraiment d'élargir le périmètre. Et là, on a vraiment tout le bassin versant quasiment de ces zones humides-là qui est pris en compte. Donc on est vraiment dans une gestion, pour moi, efficace, logique et qui garantit à terme, effectivement, la pérennité des zones qui se trouvent dessus. Donc tout sans compter non plus tout l'avantage au terme de richesse au niveau biodiversité, mais aussi patrimonial qu'il y avait sur ce site. L'avantage aussi de l'espace naturel sensible, comme le disait mon collègue du 82, c'est qu'effectivement, il y a une ouverture au public. Qui dit ouverture au public dit aussi possibilité de sensibilisation, de pédagogie et aussi d'amener les gens à se positionner dans leur environnement, le comprendre, le connaître et par ailleurs porter la parole ailleurs, plus loin que chez nous. Et c'est aussi pour le porteur de projet la possibilité de valoriser son territoire. On a fait un lien, mais ça c'est petit aparté, aussi avec la cellule de randonnée qui est au conseil départemental. C'est-à-dire que sur ces zones-là, on a pas mal de GR qui passent. Et effectivement, à certains endroits, en transversalité, on a réfléchi effectivement à ce que les zones ne soient pas impactées et de voir si on avait une zone qui était impactée et sur laquelle passait un chemin, si on ne pouvait pas le dévier, si on ne pouvait pas trouver une solution ou un aménagement qui permettait de réduire l'impact pour préserver la zone humide. Voilà. Merci. Donc c'est intéressant de voir l'articulation entre ces 2 politiques départementales, ENS et conservatoire zone humide. Effectivement, ça permet de prendre en compte l'aire d'alimentation, au moins en partie, des zones humides au travers de la politique ENS. Donc là, on voit bien l'intérêt de combiner les 2 outils. La question qui était posée, c'était surtout par rapport au PTGA, un projet de territoire Garonne Amont. Pourquoi les élus ont décidé de partir sur cette thématique des zones humides pour travailler sur la gestion quantitative? Alors, pour rappel, donc, le projet de territoire, c'est un projet qui avait pour objectif de mettre en place un programme d'action en vue de la protection de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique sur le territoire de la Garonne amont, de sa source du Val d'Aran jusqu'à la confluence Ariège à Portée-sur-Garonne. Pour ce faire, il y a eu toute une phase de concertation avec un panel de citoyens qui a été tiré au sort, des acteurs
également. Et donc de cette concertation, au bout de quelques mois, donc on est sorti, le panel des citoyens a formulé 130 recommandations. Et parmi ces 130 recommandations, il y a eu 5 qui concernaient le volet zone humide. Et donc à la suite de ça, il y a eu la déclinaison opérationnelle qui est ce programme d'action. Et donc nous avons repris les formulations des citoyens dans le cadre de cette concertation. Et donc parmi les actions du PTGA, donc il y a une action qui concerne le Conservatoire départemental des zones humides. Et ensuite, donc, dont je ne l'ai pas abordé, mais il y a également l'Observatoire des zones humides qui a été évoqué ce matin en réunion. Tout à fait, avec la stratégie Voilà. zone humide, effectivement. Très bien. Est-ce qu'il y a des interventions complémentaires sur la partie? Oui, Thomas, un micro s'il vous plaît. Thomas Matarin. Thomas Matarin pour Nature en Occitanie. Voilà, je voulais déjà apporter un premier témoignage. À Nature en Occitanie, on accompagne les 2 départements sur la mise en place des 2 politiques départementales ENS et également pour le conservatoire zone humide. Donc voilà, c'était pour témoigner que pour nous, partenaires sur ces politiques, on a un cadre d'intervention qui est agréable en termes d'intervention. C'est quelque chose qui nous permet de pouvoir discuter, de pouvoir mettre en place des projets avec quand même un niveau d'ambition qui est intéressant. Donc là-dessus, je pense que c'est vraiment une plus-value pour l'entrée zone humide et pour les territoires. Ça permet de mettre en place des projets qui sont cohérents en termes d'approche de gestion, de restauration. Et ce que je rajouterais, là où il y a un plus, c'est quand on a des sites ENS, et je pense notamment sur le corridor Garonne, sur le site à Saint-Cassian, donc qui est un site départemental, c'est quand en plus d'un ENS, on a un périmètre de protection, donc par exemple là sur un APPB, donc qui nous permet d'avoir à la fois l'entrée gestion et à la fois l'entrée protection. Donc là c'est double bénéfice pour le site. Donc c'est vraiment d'avoir une complémentarité sur 2 périmètres et 2 entrées qui finalement vont aller dans un sens commun sur un même site et sur des mêmes politiques au niveau d'un territoire. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que le 31 rejoint aussi le 82 en finançant des actions sur le DPF également. Donc ça permet d'avoir de la cohérence sur la partie Occitanie au moins. Donc après, il va falloir poursuivre sur les autres départements peut-être d'extendre cette politique-là. Je ne sais pas si quelqu'un voulait réagir, Nathalie, ou sur ce qu'elle vient de dire. Non, voilà, c'est utile. Ok, merci. Pas d'autres interventions? Allez, on enchaîne avec la 4e, donc avec Christophe Sabatier pour le SIGRAL. Bon, une première diapositive pour vous situer le syndicat. Donc on est un syndicat gémapien relativement étendu. Nous sommes sur 9 bassins versants, principalement dans le Gers, une bonne grosse moitié, 30% dans le Tarn-et-Garonne et depuis peu 20% sur la Haute-Garonne. Donc l'ossature du syndicat, c'est la vallée de la Rate, c'est celle de la Gimone, et après 7 autres affluents directs de la Garonne qui s'y jettent en rive gauche dans sa partie tarn-et-garonnaise. Donc 2000 km² de superficie, 775 km de cours d'eau, masse d'eau, 13 communautés de communes, 205 communes, mais seulement 65 000 habitants. On est quand même sur un territoire assez rural où l'enjeu zone humide est assez disparate, je dirais. On a une forte concentration de ces milieux sur le Val-de-Garonne, alors que dans l'arrière-pays, soit par disparition, soit parce que la topologie ne s'y prêtait pas, on n'a pas du tout le même type de milieu. Le SIGRAL, mon président l'a souligné ce matin, c'est aussi 9 confluences avec le fleuve. Alors on a un peu tous les cas de figure, on a l'Arats et l'Eyroux qui se jettent dans la partie court-circuitée de la Garonne, c'est-à-dire en aval du barrage de Malloz, où là il y a des conditions bien particulières, plutôt de plan d'eau. Voilà. Ensuite on a la Serre qui se jette, elle, juste en amont immédiat du plan d'eau du Tarn et de la Garonne ici. Et cette confluence sur la Garonne vive, la partie courante, où là on est sur une toute autre configuration des cours d'eau, où généralement la partie terminale de nos vallées ont intercepté des anciens tracés du fleuve et on a souvent des angles droits sur les derniers kilomètres de notre territoire.
Donc le SIGRAL, il exerce la compétence GEMAPI transférée par ces 13 intercommunalités membres. Donc nous sommes un maître d'ouvrage local qui est légitime pour porter des actions au-delà du lit mineur des cours d'eau, tels que pouvaient l'être les syndicats de rivière au préalable. Donc le syndicat est un syndicat issu de la fusion de 5 syndicats de rivière qui n'intervenaient qu'à peu près sur la moitié du territoire actuel. Et l'intégration de la problématique des zones humides, nous on le voit ça à double titre. Ça a été dit ce matin, dit, redit, l'amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques et de leurs annexes, mais aussi sur la prévention des inondations, où là tout reste à faire en ce qui nous concerne, puisque tout ce qui est action de prévention contre les inondations, là en fait voilà, c'est un horizon nouveau qui s'ouvre à nous là, et il y a tout à développer en partenariat avec le monde agricole essentiellement, qui est principal interlocuteur sur nos bassins versants. Voilà, avec tout le rôle que peuvent apporter les zones humides sur le ralentissement dynamique, l'infiltration de l'eau, la régulation des débits, excusez-moi. Donc le SIGRAL à ses débuts, et on est né le 1er janvier 2020. Quelques mois après, on répondait à l'appel à projet zone humide de l'entente pour l'eau et on a eu la chance d'être retenu. Donc on a proposé un programme d'action de restauration de 5 sites partagés entre le Gers et le Tarn-et-Garonne, avec tout un protocole de suivi. Alors c'est un projet en partenariat, comme ça a été dit ce matin, avec la DASEA du Gers, les CATER, ainsi que le Conservatoire des espaces naturels. Bon, après je vous passe, il y a les étapes incontournables d'inventaire faune-flore, l'élaboration des plans de gestion, nous en sommes là. Était également prévu l'acquisition au moins d'un site, puisque c'est un commun accord avec le propriétaire qui est prêt à céder une zone humide. Mais ça fait partie d'une politique nouvelle pour nos élus d'entendre que une façon de préserver les zones humides, c'est aussi de les acheter. Ce qui n'est pas un réflexe toujours très naturel, puisque au-delà de cet appel à projet, donc le SIGRAL est récent, donc on n'a pas des PPG sur tous les bassins versants, mais sur le PPG de la Gimone Aval notamment, on a un volet zone humide. Si vous voulez, ça s'inscrit dans l'historique des syndicats. Donc le syndicat mixte du bassin de la Gimone avait déjà, dès les années 2010, inscrit des actions en faveur des zones humides dans son programme d'action, notamment sur la zone de confluence, mais pas que. On avait travaillé avec le département sur 2 sites classés ENS sur la vallée de la Gimone. On avait utilisé un peu tous les outils à notre disposition pour les traduire concrètement dans un programme d'action. Donc pour terminer, j'ai un propos assez rapide, mais pour illustrer un peu l'action du SIGRAL sur notre territoire, alors évidemment la plupart des sites sont sur la partie aval de la Gimone, c'est parce que le syndicat de l'époque a travaillé sur ces sujets plus en avance, mais on a hérité entre guillemets d'un site acheté par le syndicat de la Ratsaval sur lequel on va travailler, et vous avez les 3 sites gersois qui sont dans le cadre de l'appel à projet. Donc après, je peux venir en complément s'il y a des questions, mais voilà, en fait, on est un peu à la veille de toutes les opportunités pour intervenir sur les zones humides, qui est un sujet pas si évident que ça à évoquer sur les territoires. Passer de la parole aux actes, c'est pas toujours facile. On a eu des refus, on a eu des acceptations, on a eu à peu près tous les cas de figure. Voilà. Et l'idée, c'est que, un peu à l'image de ce qui a été initié sur le bassin aval de la Gimone, on l'étend à l'ensemble du périmètre du SIGRAL, puisque on a l'inventaire fait en Tarn-et-Garonne, mais également dans le Gers, on a un inventaire qui va être complété par le SAG Jeunesse et Rivières de Gascogne, là, qui va nous donner énormément de données sur ces sujets-là. Donc maître d'ouvrage local qui va s'approprier cette problématique à bras-le-corps pour justement préserver des milieux qui, malheureusement, chez nous, entre autres, continuent à disparaître. On est sur des petits milieux des fois, donc on est en dessous des niveaux de protection réglementaires, et voilà, c'est des milieux rares qui disparaissent et la biodiversité qui va avec. Merci. Merci pour cette présentation. On voit que le syndicat du SIGRAL est assez précurseur pour une structure GEMAPI, avant même la GEMAPI avec le syndicat de la Gimone d'avoir mis en place des actions en lien avec les zones humides dans le cadre de la politique ENS et autres. Donc ça c'est félicitations au syndicat. Et voilà. Oui, j'ai oublié effectivement, on avait fait un gros travail avec la DDT à l'époque, puisque
Le syndicat de la Gimonde et désormais le SIGRAL est amodiataire de la partie confluence Garonne-Gimonde, avec l'idée d'étendre justement à une autre partie de la médiation. Très bien. Moi, la question que j'avais à te poser, c'était surtout par rapport au... c'est intéressant d'avoir votre avis en tant que syndicat GEMAPI. Quels étaient pour vous les principaux freins à la mise en place d'actions concrètes de restauration des zones humides pour une structure telle que la vôtre ? Un des freins, c'est qu'effectivement, de manière générale, il y a une méconnaissance assez prononcée du grand public et des élus de tout le monde sur les fonctions des zones humides ainsi que des enjeux qui tournent autour de ces milieux. La nécessité de... Donc, voilà, M. Belloc le soulignait, la nécessité de communiquer, d'informer à tout niveau sur ces enjeux-là. Enfin, je commençais dans le métier il y a 20-25 ans. On disait il y a 50% des zones humides qui ont disparu. Si on actualise ce chiffre, on est peut-être à 70%. Donc voilà, enfin, le temps avance et malheureusement pas en faveur de ces milieux. Donc, alors, l'appel à projet, c'était pas gagné. Hein. Sandrine qui est là l'a défendu et ça a été un peu les techniciens, les moteurs avec des nouveaux élus. Hein. C'était en février 2020 qu'il a fallu répondre. Enfin bon, voilà, c'était un contexte assez particulier. Le Covid arrivait. Enfin bon, voilà, tout allait bien. Mais enfin, au final, on a été agréablement surpris que nos élus entendent assez facilement la possibilité d'acquérir des sites quand il n'y avait pas d'autre solution que celle-là. Et là, personnellement, j'avais quelques doutes parce que voilà, c'est pas banal, c'est un peu comme faire de la recherche sédimentaire dans les cours d'eau. On a passé 40 ans à enfoncer nos cours d'eau, à extraire les matériaux, et nous on en réinjecte pour retrouver des fonctionnalités. Donc, c'est pas toujours facile à vendre ces solutions fondées sur la nature. Enfin voilà, c'est pas inné quoi chez les gens. Donc c'est communiquer, sensibiliser. Mais tout public, hein, même des parents d'élèves, découvraient des choses quand on faisait des animations avec leurs enfants. Quoi. Ok, Dominique, vous voulez compléter ? Oui, juste pour indiquer, donc Christophe a parlé de l'appel à projet qui a été lancé dans le cadre de l'entente sur les zones humides de tête de bassin versant. Un objectif fort de cette opération, pour lequel on a 42 projets qui ont été retenus, c'est d'essayer de qualifier et de quantifier les services rendus, notamment par rapport à la ressource en eau. On manque cruellement de ces éléments d'information, de connaissances pour notamment sensibiliser les élus à ces services rendus. Hein, il faut aller au-delà on parle de solutions fondées sur la nature, on en parle, mais concrètement, il faut avoir des exemples précis pour savoir une restauration de zones humides en tête de bassin versant sur des petits cours d'eau qui sont sensibles aux ASEC, qui vont l'être de plus en plus. Est-ce qu'on peut réduire la durée des assais, qu'est-ce qu'on peut... Voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces questions extrêmement concrètes qu'il faut essayer d'illustrer. Alors chaque cas restera particulier, hein, il ne faut pas généraliser les choses, mais qu'on puisse témoigner de ces services rendus. Et donc c'est vrai que dans le cadre de cet appel à projet, avec l'État, l'OFB, on tarabuste un peu les porteurs de projets pour qu'ils mettent en place sur leur site des mesures de suivi de ces services rendus, d'évaluation en état initial, avant, après, et qu'on puisse ensemble continuer à faire la promotion de ces SFN, de ces zones humides, sur des bases claires. Ce que je dis sur la difficulté de trouver des chiffres et des valeurs, on l'a éprouvé très concrètement quand on a fait le petit fascicule sur les services rendus par les zones humides dans un contexte de changement climatique, où vraiment on a eu beaucoup de difficultés à trouver ces éléments quantifiés. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on a une marge de progrès, je pense, importante à faire en soutien à la communication. Merci, c'est en lien avec la disposition du SAGE qu'on souhaite mettre en œuvre aussi sur 2-3 sites pilotes dont j'ai évoqué ce matin. Il me semble que le PTGA aborde le sujet également sur des mesures d'eau stockée avec des piézomètres sur des zones humides. C'est en projet peut-être, il me semble, Olivier Louis en avait discuté du projet de mesurer ce service rendu au niveau quantitatif de zones humides. Cette action-là, je ne sais pas si elle a été encore validée. Non, enfin lancée. En tout cas, je pourrais. Oui, en projet. Après, il y en a d'autres qui sont en cours, notamment sur l'Observatoire des sources dans les Pyrénées, l'Observatoire de la température des cours d'eau. Enfin voilà. Après, je pourrais me renseigner, mais ouais. C'est vrai que c'est intéressant de regrouper un peu tous ces retours d'expérience et oui. de voir effectivement comment on pourrait les valoriser pour au moins la partie sud-ouest. C'est intéressant d'avoir des retours d'expérience, parce qu'on a des retours d'expérience de services rendus de zones humides à l'autre bout du monde. Bon,
Les mangroves, c'est bien, mais bon, c'est pas chez nous. C'est pas forcément pertinent. Oui, une petite intervention du... Ouais, En fait, c'est ce que vous nous dites, parce que vous nous dites que vous avez lancé au niveau du SIGRAL des demandes pour mesurer, pour vérifier tout ça, parce que nous, le monde agricole, on nous demande de sanctuariser nos zones humides, sauf que on demande depuis quand même assez longtemps qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement, puisque le problème des ASEC, nous, ça fait des restrictions d'eau chaque année. Sur notre territoire, on a des maraîchers, étant donné qu'ils sont tout seuls sur le bassin versant, avec la directive cadre, eh bien, ils ont interdiction de prélever quand les cours d'eau sont à sec également. Donc je veux dire, c'est une problématique complexe. Donc moi, clairement, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que ça nous apporte. C'est pas l'hiver. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que ça m'apporte l'été, au niveau des cultures que j'ai à proximité, qui ferait que du coup, elles souffriraient moins de la sécheresse. Comme actuellement, par exemple, où on a les blés qui sont en fleurs, et que s'il ne pleut pas dans les prochains jours, on va ramasser des purges, c'est-à-dire pas de blé, quoi, que de la paille. Donc nous, c'est notre interpellation, monde agricole. Mais je crois que vous avez, enfin, par rapport à ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. On n'a pas d'état d'âme sur le principe, qui est de l'eau qui soit stockée dans un sol et qui s'écoule lentement pour soutenir les débits des petits cours d'eau. Ça, c'est une réalité. Je pense que les agriculteurs la connaissent, je dirais physiquement, parce qu'ils sont sur le terrain mieux que moi. Le problématique, c'est qu'il nous faut effectivement quantifier les choses. Parce que toutes ces actions de préservation des zones humides, ben, c'est de l'investissement en temps, en moyens humains, en moyens financiers. Et donc, on est quand même obligé, c'est normal, quand on gère des politiques publiques, d'illustrer, de quantifier les choses. Et c'est là où on a énormément de travail pour mieux illustrer toutes les situations, puisque vous avez compris, vous dites vous-même, c'est vrai que c'est complexe, c'est une problématique complexe. On l'a vu ce matin, Bordeaux Métropole, vous avez posé la question des sols. On est dans cette complexité qui est la complexité du territoire, des usages, des acteurs, etc. Donc nous, ce qu'on se doit en tant que promoteur d'une politique publique, c'est de vous apporter les éléments que vous attendez pour mieux intégrer ces zones humides. Et je crois que l'illustration quand même qui est particulièrement intéressante aujourd'hui, c'est le programme sur Garonne-Amont, qui est un programme dont le noyau central, la problématique centrale, c'est quand même la gestion quantitative. Et aujourd'hui, cette gestion quantitative, effectivement, on l'aborde par de multiples outils. On ne peut pas avoir une réponse unique à ces problématiques-là. C'est une question de régulation hydrologique large. On sait par exemple que sur les glaciers des Pyrénées, il va y avoir une fonte, donc on sait que ce stock d'eau, on ne va plus l'avoir. Donc essayer de maintenir le plus possible des zones humides sur le massif pyrénéen pour ralentir les écoulements. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ralentir les écoulements pour conserver le plus d'eau dans les cours d'eau, donc préserver la biodiversité et préserver aussi, autant que faire se peut, les usages. Je crois qu'on illustre bien à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les zones humides, ça doit être un sujet qui doit vraiment percoler dans toutes les politiques publiques autour du cycle de l'eau. C'est vraiment une question de cycle de l'eau. Je suis désolée, je suis très terre à terre parce que je suis agricultrice. Mais du coup, nous, clairement, qu'il y ait un écoulement ou pas dans le cours d'eau, ça ne va pas nous changer notre vie. Nous, ce qu'on a besoin, non mais il faut se le dire clairement, il y a beaucoup d'élus. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir maintenir que ce soit des prairies, des récoltes, et de les amener à terme dans de bonnes conditions. Et donc, pour que ça soit dans de bonnes conditions, je pense qu'ici, tout le monde connaît le principe de la photosynthèse. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de circulation de sève. S'il n'y a pas de circulation de sève, il n'y a pas d'alimentation de la plante. Les échanges gazeux sont moins efficaces et il y a moins de productivité, que ce soit en prairie ou... Alors d'accord, on est contre le productivisme aujourd'hui, mais en même temps, on ne peut pas non plus demander à un agriculteur de travailler entre 50 et 90 heures par semaine pour ne rien récolter à la fin. Et s'endetter. Je veux dire, à un moment donné, on est ici des élus responsables. Il faut quand même qu'on prenne bien en compte que l'agriculteur sans eau, eh bien, demain, il n'y aura plus d'agriculture sur le territoire.
il y aura des broussailles, il y aura peut-être quelques chèvres. Enfin, je ne sais pas, mais il faut savoir quelle agriculture on veut maintenir sur le territoire. Les zones humides, moi, je veux bien, je suis ouverte. Mais concrètement, agricolement, qu'est-ce que ça nous apporte? Nous, ce qu'on veut, essentiellement, c'est... On se rend compte que la pluviométrie annuelle, c'est la même, sauf que ça tombe tout en hiver. Et que ça ne nous arrange pas. Donc ça veut dire, soit les zones humides, elles arrivent à nous garder l'eau qu'on peut ensuite remettre sur nos sols à un moment donné où on en a besoin, de façon... efficient, bien sûr. Hein. On ne va pas retourner aux années 80 où on arrose pour arroser. Mais nous, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, le monde agricole, pour se maintenir. Oui, je pense qu'on ne peut qu'entendre votre message, madame. Après, je crois que quand on met en œuvre un appel à projet sur les zones humides de tête de bassin versant, l'idée, vous connaissez l'adage, c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. L'idée, c'est que cette ressource en eau, quelque part, tout le monde en bénéficie, le milieu naturel et les usages. Donc je pense qu'on travaille vraiment avec cette volonté on parle, c'est un mot un petit peu techno, de résilience du territoire. C'est que tous, à travers aussi bien l'équilibre du milieu naturel que les usages qui sont liés à ce cycle de l'eau globalement, on s'en sorte le mieux possible. C'est vraiment ça l'objectif qui est poursuivi, et on est persuadé, enfin au moins les gens qui travaillent sur les zones humides, que c'est une voie à ne pas négliger et dans laquelle il faut s'engager de manière encore plus résolue et avec le monde agricole. On ne fera pas ça sans le monde agricole. Le gestionnaire principal de ces milieux, c'est le monde agricole. Donc il faut discuter avec vous pour savoir quelles pratiques, sur quel territoire, quel équilibre économique, bien entendu. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on essaie d'avancer. Bon, là, au niveau de l'agence, on a essayé d'expérimenter des paiements pour services environnementaux vis-à-vis du monde agricole. Sur des territoires donnés, ça correspondait à vraiment des pratiques qui étaient favorables aussi bien pour la ressource en eau que pour la biodiversité. Ça ne concernait pas tous les territoires. C'est ce que vous allez me dire. Bon, mais on expérimente. Ensuite, il y a les mesures agro-environnementales qui seront déployées sur une nouvelle mouture à partir de 2023. Bon, tout ça, ce sont des outils qu'on essaie de combiner pour travailler le mieux possible avec la profession agricole pour avancer sur tous ces sujets. Mais bon, voilà, il y a le sujet de l'eau, il y a d'autres sujets purement politique agricole qui ne sont pas de mon ressort et je pense du sujet aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Monsieur Crépeau, de l'agglomération VGA. Oui, du coup, tu m'as présenté. J'avais une question par rapport au syndicat sur les zones humides que vous gérez. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas propriétaire de tout? Donc, qui sont les propriétaires et comment vous avez conventionné avec eux pour devenir gestionnaire de ces zones humides? Donc, on a des sites communaux. Donc ça, je dirais, c'est assez facile à gérer. Donc c'est une convention de gestion. Les communes sont propriétaires du foncier et nous, on apporte la mise en œuvre d'un plan de gestion avec le monde agricole pour certains sites. Enfin, on a des gens qui fauchent, qui valorisent le foin produit et nous, on intervient sur les bourrelets, l'aspect bocager, les fossés. On a des parties qui sont sur le DPF, donc là c'est des amodiations où on est gestionnaire pendant 15 ans, locataire pendant 15 ans sur ces milieux-là. Et là effectivement dans le cadre de l'appel à projet, on rentre dans le domaine privé. Donc là il y a toutes les possibilités. Alors on a eu à peu près tous les cas de figure, du refus simple et bête, jusqu'à des propositions de vente de la zone humide, ou alors de gestion, alors je ne sais pas si c'est bail environnemental qui est évoqué là, mais sur certains sites, le propriétaire veut rester propriétaire pour X raisons, mais confie la gestion de ces zones humides au syndicat. Donc on a tous les cas de figure possibles et inimaginables, quoi. Orse Guéla du département 47, je te présente du coup. En fait, j'avais une question et une intervention. Est-ce que vous avez mis en place des contrats type ORE, obligation réelle et environnementale, sur vos sites et zones humides? Ou le fait que ce soit des sites communaux, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre cet outil en place? Donc non, on n'a pas mis cet outil du tout en place. C'est plus ma collègue qui est sur ces sujets-là.
failli passer la convention avec la SAFER qui nous avait proposé ce type d'outil. Voilà. Et finalement, ça ne s'est pas fait. On va plutôt rester sur des terrains privés, sur du conventionnement et éventuellement des bails environnementaux, mais ça viendra dans un second temps. Déjà, voilà. Merci. Non, comme on aborde le lien entre agriculture et environnement, je voulais juste parler d'une action en cours sur le département là, qui témoigne de ce lien. Donc on a été contacté de département par un fils d'agriculteur il y a 4-5 ans. Donc il souhaitait reprendre l'exploitation familiale. Donc c'était à la fois des grandes cultures et puis un ensemble de prairies. Donc, dans un premier temps, nous, on a informé le futur propriétaire sur les aides possibles, à la fois sur le volet agriculture et environnement, et on a essayé de mettre en contact avec différents partenaires. Donc, il y a eu 2-3 réunions comme ça dans un premier temps, avec notamment le SEN. Il y a eu aussi avec la Chambre d'agriculture. Voilà, différentes rencontres. Et puis, en parallèle, il y avait un syndicat de rivière donc sur ce territoire. Qui était en cours de réalisation d'un PPG. Enfin, il venait d'être adopté. Et donc, il y avait une action visant à restaurer ce site, identifié comme zone humide, sous le volet restauration aussi de zones d'expansion de crues. Donc, le rôle du département était d'impulser en fait une démarche commune. Donc, on a mis tous les acteurs autour de la table, les principaux partenaires, pour essayer de mener donc une étude globale, à la fois pour les besoins du syndicat et pour les besoins du propriétaire. Donc là, c'est en cours. On a pris un peu de retard parce que malheureusement, le technicien du syndicat est parti. Donc là, on devrait avoir un nouvel intervenant. Voilà, mais c'était juste pour dire que, en fait, on a été la porte d'entrée de par nos différents régimes d'aide et on a essayé juste de mettre en musique voilà, cette action. Et donc c'est bien ce que font au jour le jour les syndicats sur le terrain, essayer de composer avec les différents publics. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, compléments avant de clôturer la table ronde? Dominique? Peut-être un complément sur cette double thématique foncier, agricole. Je trouve que dans les 42 projets retenus à l'appel à projet, il y en a un qui est un peu particulier, qui concerne le bassin des Cérennes dans l'Aveyron, qui est construit autour d'une problématique assez simple. C'est un bassin qui est très sensible aux ASEC, hein, c'est un terrain sur granit voilà, très, très, très vulnérable, et où il y avait eu déjà un travail de sensibilisation, notamment des exploitations agricoles, au maintien de zones humides. Et rapidement, le syndicat de rivière, un syndicat GEMAPI, s'est rendu compte que finalement, sur l'ensemble des agriculteurs contactés, motivés, qui étaient partants dans la dynamique, je crois qu'il y en avait 40% qui cessaient leur activité, qui partaient à la retraite sous 5 ans, quoi. Donc sur cette base-là, ils ont entrepris un projet qu'on a trouvé suffisamment intelligent, en tout cas pertinent, correspondant à une vraie problématique, pour être retenu alors que même il n'y avait pas de travaux, hein, donc c'est assez spécial, mais pour réfléchir avec les agriculteurs du coin, avec la SAFER, pour imaginer des solutions de maintien finalement de ces zones humides, de cette gestion de zones humides par l'agriculture dans le temps, en fonction des renouvellements des professionnels agricoles, qui est une vraie problématique, puisque il y a des habitudes, des pratiques, des relations qui sont parfois installées depuis longtemps avec des agriculteurs gestionnaires de zones humides qui, au bout d'un moment, cessent leur activité professionnelle. Donc comment on maintient ça? Comment, par les transmissions d'exploitation agricole, on peut maintenir tout cet investissement finalement qu'il y a eu dans la préservation de ces zones humides, voire faire plus. Et je pense que c'est un vrai défi qui s'ouvre à nous, de savoir un petit peu comment ces générations d'agriculteurs vont se succéder sur le territoire en conservant ces pratiques favorables à la ressource en eau. Déjà, il faudrait mettre un vrai PSE pour ces agriculteurs. Ça les rémunère de travailler pour maintenir la zone humide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça leur crée des obligations supplémentaires dont ils n'ont pas forcément besoin.
et pour lesquels ils n'ont pas forcément de rémunération. Et du coup, pour la transmission, c'est aussi un problème, parce que ce n'est plus un avantage mais un inconvénient. C'est un avantage pour l'ensemble de la population, mais c'est un inconvénient pour l'exploitation. Effectivement, c'est le principe des PSE qu'on essaie de mettre en place. Et voilà, c'est à titre expérimental et qu'on souhaiterait bien voir se développer, notamment dans le cadre de la future PAC, mais je crois que malheureusement, c'est pas très bien parti. Bon, c'est vrai que sur ces territoires-là, a priori, il n'y aura pas de problème de repreneurs. On sait que, bon, voilà, il y a des installations de jeunes, mais bon, comment on maintient cette dynamique, ça semblait important, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qui a été abordé. Moi, j'ai participé à des ateliers de concertation sur le SCOT VGA, à Val-de-Garonne Agglomération, où c'était un sujet qui a été abordé sur l'installation des jeunes agriculteurs pour voilà, bien gérer le renouvellement des agriculteurs et faire perdurer l'activité. Donc ça, je pense que c'est une question assez importante. Ouais. PSE. Paiement services environnementaux, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'Agence de l'eau à titre expérimental sur différents territoires de la Tour-Garonne. Voilà, c'est ça, c'est le principe, c'était dans la mesure du plan Biodive, qui consistait à imaginer des systèmes de paiement pour services environnementaux. C'est-à-dire que nous, on a, après chaque agence, le décliné selon son territoire. Nous, on a choisi de cibler des territoires qui étaient des territoires en transition, c'est-à-dire des territoires encore de polyculture, élevage, mais dont on sentait bien que ça allait plutôt virer vers de la grande culture, enfin de la monoculture. Donc on a ciblé ces territoires-là pour valoriser des pratiques extensives, de la réduction d'intrants, du maintien de haies, de structures bocagères, des choses de ce type. Et donc c'était un système à points, et bon, chaque agriculteur était audité, donc les zones humides comptaient dans les points et bénéficiaient de rémunérations qui pouvaient être quand même assez conséquentes. Et bon, à notre petite échelle, on considère que c'est vraiment une expérimentation qui a vraiment porté ses fruits, quoi, qui était vraiment très significative, appréciée du monde agricole, qui a entraîné quand même des modifications de pratiques aussi, parce que bon, c'est bien de maintenir l'existant, si on peut progresser un peu, c'est mieux. Et donc, voilà. Après, ce système était mis en place à titre expérimental et devait être repris par la PAC. Et là, c'est une négociation à une autre échelle territoriale et qui nous échappe un peu. C'est vrai que c'est des aides expérimentales, complémentaires au MAEC qui peuvent être mises en place déjà depuis plusieurs années à destination des agriculteurs, notamment dans le cadre de Natura 2000, mais pas que, ça peut être sur les périmètres de protection de captage, eau potable, etc. Oui. Moi, c'était plus donc Avril Quentin. Je travaille pour le syndicat mixte pour l'aménagement de la vallée du Lot en Lot-et-Garonne. Donc, on s'éloigne un petit peu de la Garonne, mais on amène pas mal d'eau quand même. 2 témoignages en ce qui nous concerne. On travaille actuellement sur la mise en place d'une politique zone humide. Donc, on est au départ de la démarche. Notre politique zone humide, on s'attache à 2 bassins versants affluents du Lot qui sont la Lémance et la Lède, qui sont des bassins versants assez importants. Et notamment, pour les élus du territoire de la Lémance, le travail sur les zones humides est important parce qu'il est complémentaire à des politiques qui mettent en place sur l'assainissement. Et le fait de travailler sur la restauration des zones humides est complémentaire pour eux sur le volet qualité, en fait, à leur dispositif d'assainissement. Donc le fait de travailler sur les zones humides fait que les contraintes d'assainissement sont moins importantes. Donc là, on a quelque part un gain environnemental et économique pour le territoire qui travaille d'une part sur son assainissement et aussi sur le milieu récepteur qui sera en capacité d'accepter des effluents de moins bonne qualité initiale. Donc ça, c'est un témoignage pour le service rendu. Après, par rapport au domaine public fluvial, juste un témoignage général. Nous, on a un plan pluriannuel de gestion des berges du Lot, domaine public fluvial. On travaille sur l'ensemble du linéaire du Lot sur notre territoire sous l'égide d'une déclaration d'intérêt général. Donc voilà, juste je dis ça parce qu'on a parlé pas mal de domaine public fluvial depuis le départ, avec plutôt une gestion a priori sur la Garonne morcelée, ce qui n'est pas notre cas puisque nous, on intervient du coup sur l'ensemble du linéaire via ce dispositif. C'est un choix politique des élus du syndicat du Lot d'intervenir sur l'ensemble du DPF. Oui, c'est une volonté politique forte d'avoir une gestion concertée des berges pour différentes raisons, qualitatives, paysagères, etc. C'est pour ça qu'on s'est mis en place sur ce dispositif-là.
Merci pour ces témoignages. Une intervention de Thomas Matarin. Toujours Thomas Matarin pour Nature Occitanie. Je voulais apporter un deuxième témoignage par rapport à ce qui peut être l'accompagnement des structures GEMAPI sur le volet zone humide. Donc nous, à Nature Occitanie, on accompagne côté Haute-Garonne pour une majorité du département les structures GEMAPI. Donc avec pas mal de structures GEMAPI qui ont eu cette nouvelle compétence dans leur gestion quotidienne. Et on se rend compte qu'on a des syndicats qui sont vraiment à des niveaux différents de connaissance de l'enjeu zone humide sur leur territoire et également à des niveaux différents de connaissance d'intervention pratique sur le terrain. Donc c'est vraiment là d'avoir un accompagnement à double échelle avec des structures qui sont déjà compétentes et qui ont déjà lancé avant l'arrivée de la compétence GEMAPI sur leur territoire, déjà engagé des projets, des actions sur des zones humides de leur territoire. Et c'est ensuite d'accompagner des structures qui vraiment se lancent dans cette démarche qui est vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Et donc c'est là d'avoir un accompagnement très, très différent. Donc pour ça, ce que l'on a pu faire, c'est déjà voir quelles étaient leurs attentes par rapport à un accompagnement. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment d'avoir pour eux la connaissance des enjeux sur leur territoire. Parce qu'on parle de zone humide, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire chez eux en termes d'application et en termes d'action. Donc déjà connaître les enjeux, les localiser. Et ensuite, c'est de savoir sur quelle zone humide, sur quel type d'action ils peuvent intervenir. Donc là, concrètement, on a voulu développer avec l'ANA, donc côté Ariège, donc l'association des naturalistes d'Ariège, qui accompagne eux aussi dans le cadre de leur thèse des structures GEMAPI. On a développé un outil qui va permettre de pouvoir prioriser et de pouvoir orienter sur des zones humides des actions, des grands types d'actions, de restauration, de gestion, de conservation, de veille foncière. Mais voilà, c'est déjà de pouvoir leur donner des grandes lignes d'action qui puissent derrière les décliner dans leur politique territoriale zone humide, que ce soit dans des PPG ou d'autres types de politiques locales. Donc c'est quelque chose qui est complémentaire avec ce que tu as présenté ce matin, Mathieu, avec le travail de priorisation par bassin versant. Du coup, nous, l'outil permettrait de pouvoir entrer sur une échelle beaucoup plus micro, d'être à l'échelle de sous-bassin versant, voire à l'échelle de zone humide. Donc c'est des outils qui sont complémentaires avec le SAGE, et que l'on souhaite faire bénéficier aux structures de nos territoires, mais qui derrière peut être un outil qui est mis à disposition, comme l'a dit ce matin Bordeaux Métropole, quand on développe un outil, c'est aussi de pouvoir le mettre à disposition de qui veut l'utiliser et qui en aurait l'utilité. Ouais, donc voilà, avant de clôturer, peut-être une dernière question générale à nos intervenants sur quel est selon vous le rôle du SAGE sur justement la mise en œuvre de toutes ces politiques zones humides. Si Thomas l'a un peu évoqué en disant voilà une vision stratégique à plus large échelle peut-être. Quel est selon pour vous l'intérêt du SAGE sur ce volet zone humide pour les structures comme les vôtres? Ce que l'on peut dire dans un premier temps, c'est que de par les actions de sensibilisation et de communication qu'apporte le SAGE, ça permet de mettre en avant l'ensemble des projets qui se font sur le territoire du SAGE. Et également, donc, ça joue un rôle de relais sur les politiques, notamment départementales. Donc ça, c'est très bien, comme les journées techniques comme aujourd'hui, à travers les guides, l'élaboration des guides avec les expériences. Autre point, alors on ne l'avait pas évoqué dans la présentation, le conservatoire n'a pas une portée à prioriser les zones humides. Pour autant, on est très intéressé par l'outil de priorisation que le SAGE met en place à l'échelle des commissions géographiques. Et donc on sera attentif aux résultats pour la commission 1 et 2 en partie qui concerne la partie haut-garonnaise. Voilà ce que je pouvais dire. Rien de plus en ce qui me concerne. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est
Peut-être l'importance aussi du SAGE, mais aussi du plan Garonne, de faire d'autres entrées que l'entrée fonctionnalité des zones humides. J'ai assisté par le passé donc, à des études paysagères sur certains territoires du Tarn-et-Garonne. Et l'entrée paysage aussi n'est pas à sous-estimer. Puisque quand on s'adresse à des élus, en fait, les analyses diachroniques par des photos, dire comment la Garonne était auparavant, comment elle est aujourd'hui, comment elle a évolué favorablement ou défavorablement. Moi, j'ai trouvé que c'était une entrée qui était très intéressante et qui permettait justement de prendre les élus un peu aux tripes et par ce biais-là, justement, d'aller sur des choses un peu plus précises, un peu plus complexes, un peu plus, voilà, que sont les zones humides, puisque quand même les élus nous disent ce matin, quand même, avec tous ces sigles, on s'y retrouve pas, quoi. Voilà, c'est quand même ce qu'ils disent en permanence et quelque part, ils n'ont pas tort. Hein. Nous, on est dedans, on a du mal. Alors eux, j'imagine que... Et voilà, ça doit être compliqué. Merci. Oui, juste un petit mot sur le SAGE, mais plus un témoignage du SAGE Jeunesse et Rivière de Gascogne qui est en cours d'élaboration, où là, on va bénéficier de toute la connaissance des milieux, des zones humides, des inventaires qui sont lancés pour élaborer ce SAGE, qui vont être mis à disposition des syndicats gémapiens. Donc ça, pour nous, c'est une opportunité énorme, puisque ça nous permet d'affiner nos diagnostics, d'intégrer différents enjeux dans nos PPG, qu'on n'a pas forcément toujours les moyens de développer dans nos territoires. Donc c'est une des grandes forces. Et c'est aussi un énorme relais de transmission à travers tous les acteurs de la clé, de faire valoir ces enjeux sur les zones humides à l'ensemble des acteurs du grand cycle de l'eau. Nous, on a affaire, on a des élus intercommunaux, des élus communaux, mais voilà, on ne va pas souvent au-delà. Donc, on siège à la clé, c'est une chance aussi. Enfin, mon président siège au bureau de la clé du SAGE Jeunesse et Rivière de Gascogne. On a des vice-présidents qui sont à la clé du SAGE Garonne. Et voilà, c'est des énormes relais d'information, de sensibilisation sur ces thématiques, puisqu'après, la déclinaison des sages, quelque part, enfin, on y participe, nous, à notre modeste niveau, sur les PPG. Donc, si déjà tous les élus sont un peu sensibilisés sur ces sujets-là, c'est faciliter l'acceptation de mise en œuvre de ces actions. Le mot de la fin pour Dominique. Alors oui, je ne sais pas. Non, en tout cas, je vais pas reprendre ce qui a été dit. Bon, je pense que le rôle de sensibilisation des élus est important. Et bon, je ne veux pas conclure sur une touche négative, mais bon, on est quand même encore dans des usages des sols, des territoires qui sont impactants pour les zones humides. Et c'est vrai que le rôle du SAGE sur les avis des programmes, documents d'urbanisme, me paraît, moi, quand même vraiment fondamental. Parce que le jour où on arrive par ces outils à vraiment prendre en compte non seulement les zones humides, leur bassin d'alimentation, parce que je ne sais pas, oui, voilà, ça c'était aussi important dans le témoignage du département, là. On peut très bien impacter de manière considérable une zone humide sans toucher à la zone humide. Donc la question du bassin d'alimentation proche est quand même très importante. Donc tous ces avis, je pense que ça participe un petit peu de la cohérence et de la coordination des politiques publiques, et il faut que chaque acteur joue son rôle, et je pense que ça c'est vraiment un rôle fort du SAGE. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais moi je m'arrête là en tout cas. Parfait, merci. Merci à tous. Pas de réaction du public. Allez, on clôture la journée. On remercie nos participants, nos intervenants.